Pour moi, la communication non violente nous apporte avant tout un moyen de comprendre notre fonctionnement d'être humain et de ce qui va nous permettre d'être épanouis et de contribuer à l'épanouissement des autres autour de nous. Et dans l'éducation, je trouve que c'est super important, puisque quand on s'engage dans l'éducation, on a envie, a priori, de contribuer à ce que chaque enfant, chaque jeune puisse être pleinement épanoui. En fait, tout ce qui est vivant a des besoins liés à la vie. Si on regarde une fleur, on comprend très vite qu'elle a des besoins, et quand ces besoins sont satisfaits, elle nous le montre en étant pleinement épanouie. Quand ces besoins ne sont pas bien pris en compte, elle nous le montre aussi avec des signes. On la voit qui fane, voire qui meurt. Et pour moi, chaque être humain, c'est comme une fleur. Et quand nos besoins sont bien pris en compte, nous, nos signes, ce sont nos sensations et nos émotions. On a des sensations et des émotions agréables. Quand, dans une situation, nos besoins ne sont pas bien pris en compte, on a des sensations et des émotions désagréables. Et du coup, ça va nous apprendre à les décoder, à savoir ce qu'il y a derrière, et aussi, ça nous montre l'importance de la prise en compte des émotions. La communication non violente nous amène aussi la compréhension du lien entre les comportements et ces besoins qui sont liés à la vie. À chaque instant, tout être humain, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, est en train de prendre soin de la vie en lui, souvent de manière très inconsciente. Par exemple, donc il y a des moments où on prend en compte, où nos actions sont respectueuses des autres, et des moments où ça ne va pas être respectueux. Si je prends un jeune qui à un moment met son poing dans la figure d'un autre, en fait, peut-être qu'à ce moment-là, c'était le seul moyen qu'il a trouvé pour exprimer qu'il avait besoin de respect, ou pour nourrir l'estime de lui, parce que l'autre lui a dit « oui, de toute manière, toi, t'es nul », et là, il a voulu montrer inconsciemment qu'il n'était pas nul. La communication non violente nous amène en premier une prise de conscience de nos modes de fonctionnement dans la relation qui sont liés à nos conditionnements. Nous apprenons en le vivant un certain mode de relation. Et en particulier, on repère dans nos conditionnements tout ce qui fait que l'être humain n'a pas envie de contribuer au bien-être, alors que c'est quelque chose qu'on a tous. À partir du moment, il va y avoir toute la famille des jugements, des critiques, des comparaisons, après toute la famille de tout ce qui est de l'ordre de l'exigence, les ordres, etc. Et aussi tout ce qui est de l'ordre du déni de responsabilité, c'est comme ça, il faut faire ça. On sent très bien qu'à chaque fois qu'on nous parle comme ça nous coupe de notre envie de répondre à la demande de l'autre. Alors c'est assez déstabilisant pour les éducateurs, parce que globalement, c'est à peu près la panoplie qu'on utilise aujourd'hui dans la relation éducative. Alors on repère aussi ce qui, dans nos habitudes d'écoute, va plutôt provoquer de la réaction, alors que ça part de chez nous de super bonnes intentions. On repère nos habitudes d'écoute qui sont souvent de minimiser, de consoler, de rassurer, de questionner, de donner des conseils. Et on mesure l'impact que ça a. Et souvent, l'adulte ne voit pas qu'il est en train de faire ça, il ne voit que la réaction de l'autre. Voilà. Et puis on repère aussi nos modes de gestion de conflit, en particulier dans la relation d'autorité, où on est très basé pour le moment, vu qu'on est sur le bien et le mal, on est basé sur un système punitif qui est censé apprendre ce qui est bien et ce qui est mal, mais qui en fait entraîne un cercle vicieux de réaction et de violence. Voilà. Et la communication non violente amène un processus qui permet de vivre les relations autrement. Donc ce processus est basé sur 4 points, qui sont de repérer les faits, ensuite de pouvoir nommer comment on se sent par rapport à ce fait, de pouvoir faire le lien entre notre émotion et ce qui est important pour nous, et donc nommer ce qui est important pour nous, et on peut aussi dire que ce sont nos valeurs, et à partir de là, on peut passer à l'action ou faire une demande à l'autre pour une prise en compte de ce qui est important pour nous. Et on va utiliser ce processus à la fois pour nous exprimer avec l'autre, lui exprimer ce qui ne nous convient pas, mais sans le juger, sans le critiquer, en parlant de nous, ce qui suppose une étape avant que nous appelons l'auto-empathie, et qui est très importante, qui va être de décoder, par exemple, à partir d'un jugement. D'abord, je fais le chemin de savoir, derrière mon jugement, en fait, de quoi ça parle d'important pour moi, pour pouvoir l'exprimer comme ça. On va aussi utiliser ce processus pour l'écoute empathique, pour offrir une réelle écoute qui va être centrée sur ce que vit l'autre derrière les mots.
Quand on parle, on a toujours envie d'être compris dans ce qu'on vit. Voilà. Et donc, dans l'écoute, on ne s'arrête plus aux mots, mais on entend comment se sent la personne et de quoi elle parle d'important pour elle. Et ensuite, ça nous amène aussi des clés pour gérer les conflits autrement. Et passer d'un système punitif de qui a tort, qui a raison, à la conscience que nous avons deux êtres humains qui ont chacun des émotions et des besoins. On accueille l'un, on accueille l'autre, ils se sentent tous les deux entendus, il y a quelque chose qui s'apaise et on cherche ensemble des solutions pour que ça ne se renouvelle pas ou pour mieux vivre ensemble. Ce que j'aurais envie de dire au cadre éducatif, c'est qu'ils ont vraiment un rôle clé parce que leur manière d'être dans la relation va en fait avoir des conséquences sur les manières d'être des autres dans la relation. Et je peux donner un exemple très concret. Une enseignante me témoignait qu'elle est passée directrice d'une école maternelle. Et à ce moment-là, elle a eu la chance d'avoir un supérieur auprès de qui elle pouvait vraiment aller partager ses difficultés dans sa prise de fonction en tant que directrice. Il était formé à l'écoute empathique et du coup, elle a pu y aller en confiance. Elle a reçu une écoute empathique et elle est repartie sereine et regonflée à bloc. Et elle me disait, quand je suis rentrée dans mon école, j'avais envie d'être comme ça avec mon équipe. Alors que je me rappelle très bien, quand j'étais enseignante, j'avais un supérieur hiérarchique auprès de qui je ne pouvais rien dire. Il était tout le temps dans la critique et le jugement. Et je vois bien que quand je retournais dans ma classe, j'avais vraiment besoin d'être vigilante pour ne pas décharger sur mes élèves la tension que j'avais pu vivre dans cette relation.